qu'il y a une hiérarchie entre les créateurs de mode et les couturiers? Je ne connais pas l'essence des hiérarchies dans aucun domaine parce que j'ai besoin aussi bien des PDG que les patrons des 440, que j'ai besoin de la femme de ménage, de l'ouvrière et tout le monde. Moi, j'ai besoin de tout le monde. Moi, je ne sais rien faire, je sais dessiner et parler. Sortez de là, je ne sais rien faire. Merci, Karl. Donc, l'hiérarchie, c'est un mot que je n'utilise pas. Comme je ne sais même pas faire un lit, je suis bien obligé d'être gentil avec mes femmes de chambre. Moi, ma mère m'a élevé en disant tu ne dois rien savoir faire. Comme ça, tu es toujours obligé d'avoir assez de sous pour que les autres le fassent pour vous. Vous avez des clés, Karl? Vous avez des clés? Des clés, non. Je ne peux pas rentrer chez moi, je ne connais même pas les codes. Je ne vais pas dans la rue seul ni rien. Vous avez un code PIN? Un quoi? Un code PIN? Vous savez même pas ce que c'est qu'un code PIN? Non, c'est le code pour tirer de l'argent ou pour... Non, ça ne marche pas avec les cartes que j'ai moi. Ah, d'accord. Les cartes que j'ai moi, je peux m'acheter une maison si je veux, mais je ne peux pas faire ça. Hello Jackson Team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais rendre hommage à un grand monsieur de la mode, monsieur Karl Lagerfeld, qui nous a malheureusement quittés le 19 février 2019 à l'âge de 85 ans. J'ai envie de lui rendre hommage parce que même si évidemment je ne l'ai pas personnellement connu, en tant que jeune créatrice qui aspire à avoir un jour mes propres défilés de mode dans la presse, c'est un personnage qui m'inspire et que j'admire beaucoup. C'était une icône qui a aussi bien influencé ceux qui l'a côtoyé de près que ceux qui n'ont que rêvé de le rencontrer. Étant donné que je parle ici d'un géant de la mode, je vais faire cette vidéo en deux parties. La première partie sera dédiée à sa biographie et à sa carrière, et la deuxième partie sera dédiée à ma perception de sa personnalité et son impact sur ma propre créativité. Alors, c'est parti pour un voyage dans le temps. Karl Otto Lagerfeld est né le 10 septembre 1933 à Hambourg, en Allemagne, d'un père suédois représentant de commerce d'un producteur de lait concentré et d'une mère prussienne. Je voulais vous demander si vous pouviez dessiner votre maison d'enfance. Mes parents ont acheté une propriété à 40 km de Hambourg et c'est là que je passais mon enfance. Mais ça, je m'en souviens très bien. Une maison construite vers 1900. Ça, c'est un grand balcon. Ça, c'était ma chambre. Ça, c'était le dressing de mon père. Ma mère a l'habitude de l'autre côté. Ça, c'était les chambres de mes sœurs. Voilà. Et là, il y avait une fenêtre qui était le salon de ma mère. Et là, il y avait une espèce de chose avec des pavés où les voitures montaient. Là, c'était des plates blanches de fleurs. Le toit était en tuiles rouges. Et ici, il y avait un énorme sapin. Et mon premier souvenir, c'est des fleurs qui étaient sous ce sapin. Je ne comprendrai jamais pourquoi ni comment. Voilà. La famille Lagerfeld faisait partie de la bourgeoisie aisée. Pour les enfants, il y avait une nanny, une nurse. Ça n'était pas du tout courant d'avoir une nurse, encore moins ici dans la région. Mais Madame Lagerfeld était très occupée à Hambourg avec son mari. Il avait un poste important. Sa vocation de styliste remonte au 13 décembre 1949, donc dans une époque après-guerre. Il a alors 16 ans, lorsqu'il accompagne sa mère à son premier défilé de mode, celui de Christian Dior. Au milieu des spectateurs, l'adolescent est fasciné par l'élégance des modèles présentés. Le moteur qui le fait vivre, c'est la curiosité, savoir ce qui se passe demain. Et pour savoir ce qui se passe demain, quand on est à Hambourg au lendemain de la guerre, c'est à Paris que ça se passe. Il était alors déjà passionné de dessin, de caricature en particulier, mais à partir de ce moment-là, il s'est mis à dessiner presque frénétiquement des modèles de vêtements. En 1952, Karl et sa mère quittent l'Allemagne et s'installent à Paris. Il est scolarisé en école privée, puis au lycée Montaigne. Le 25 novembre 1954, il remporte le premier prix du concours du secrétariat international de la laine, organisé par la marque Woolmark. Quelqu'un sait si ça existe toujours, ce concours-là? Ex aequo avec un autre grand nom, Monsieur Yves Saint Laurent.
Et j'ai envoyé des dessins, et puis 6 mois après, je reçois un télégramme, parce qu'à l'époque, il y avait des télégrammes, pour me dire vous avez gagné les premiers prix dans la catégorie manteau. Veuillez passer au bureau, au secrétaire de la laine, pour les vérifications d'usage, parce qu'on était obligé de refaire des dessins devant un huissier pour dire que c'était bien nous qui avons fait ce dessin. Sinon, on pouvait envoyer un dessin par un professionnel et en disant que c'est vous. Ah non, non, non. Voilà, c'était un manteau en laine jaune, décoté dans le dos. Donc une patte était prise dans la manche, ça se boutonnait devant, et il y avait un grand décoté pour un manteau dans une grosse laine. C'était assez excentrique pour l'époque. Ça devait être plus original que d'autres. C'est avec ce croquis d'un manteau confectionné pour l'occasion que Karl a séduit le jury, composé de professionnels de la mode. Il n'a que 22 ans. Sur scène se trouve un autre inconnu, timide également. Il a 3 ans de moins que Karl Lagerfeld. Lui aussi a gagné le concours, mais dans une autre catégorie, avec cette robe du soir. Son nom, Yves Saint Laurent. C'est là que Karl Lagerfeld va se faire repérer par monsieur Pierre Balmain, qui fait partie du jury, et qui va le recruter comme assistant de 1955 à 1962. Je pense que c'est là que Karl Lagerfeld et Yves Saint Laurent se sont rencontrés et liés d'amitié. Yves de cette époque-là, c'est pas du tout la même personne que Pierre Berger en a fait après. Hein. C'était les garçons les plus rigolos, les plus amusants, les plus drôles, je suis insensé qu'il soit. Hein. Il était génial. Et lui, il portait des lunettes. Donc il avait les nez très pointus, comme ça, avec des petits yeux, des cheveux assez plats comme ça, pas du tout comme ça, avec le même genre de costard, mais il était maigre, 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 maigre. C'était ça. Voilà, vous voyez le duo. Hein. Et c'est au volant de cette voiture luxueuse que le couturier vient régulièrement chercher Yves Saint Laurent, avec qui il a noué des liens d'amitié. Il y avait des liens très forts entre eux. Ils ont un sens de l'humour extrêmement aigu. Ils adorent rire, ils adorent s'amuser, faire la fête. Et lui, son modèle était exécuté par Givenchy, mais il ne s'est pas entendu avec Givenchy, ce que je comprends très bien. Et c'est après, seulement 6 mois après, qu'il est rentré chez Dior. Tandis que moi, mon modèle était exécuté par Balmain, qui faisait partie du jury. Quand je suis allé chez les essayages, il m'a demandé si je ne voulais pas travailler dans son studio. Bon, j'aurais préféré peut-être d'autres choses, mais j'ai commencé à travailler. Quand je suis rentré là-dedans, je me suis dit, bon, ces jeunes gens ici, c'est bien gentil, mais il y en a qui n'étaient pas si jeunes que ça. Moi, je veux être chef du bureau de dessin. 6 mois après, ils étaient tous virés et j'étais en tête. J'ai trouvé une très bonne méthode pour faire ça. Je faisais le travail de tout le monde, qu'eux pouvaient partir. Et après, ils ont aperçu que moi, j'étais le seul qui travaillait, eux ne foutaient rien. Monsieur Balmain, à l'époque, il était relativement jeune, mais moi, il me paraissait sans âge. Hein. Il n'avait pas beaucoup de cheveux, très snob, très homme d'affaires français en même temps. Il ne faisait pas couturier comme... et puis il avait une mère assez effrayante. Un jour, la mère elle allait voir les vendeuses, et à un moment donné, elle dit « Si jamais j'apprends que mon fils est homosexuel, je le tue. » Et la vieille princesse russe dit « Feu !» J'adore. Moi, vous avez dans des trucs, là... Jusqu'à ce que Jacques de Bacher vienne semer le trouble. Ce dernier sera le grand amour et le seul de Karl Lagerfeld, de 1971 à sa mort en 1989. À quoi ressemblait Jacques de Bacher? Ben Jacques de Bacher, il ressemblait à Jacques de Bacher, hein, à une espèce de Français d'avant la guerre de 14, avec des cheveux plaqués. Il était très différent justement des autres, avec des petites moustaches. C'était le Français le plus chic que j'ai vu, surtout à l'époque. Hein. Une cigarette là, une bouteille de Shiva, parce qu'il buvait à la bouteille là. Oui, ça y allait. Hein. Et ce que personne ne portait, des shorts avec des mi-bas. Voilà. Il faut avoir du chic pour ne pas être ridicule dans ça. Il était dandy. Ah oui, donc ça lui allait, ça lui allait. On ne discutait pas, sur lui, c'était naturel. En un instant, Karl Lagerfeld est séduit par ce jeune dandy au charme suranné. Jacques de Bacher fait personnage de roman. Karl aime
les personnages de romans et veut vivre sa vie justement comme ça. Et une relation sentimentale ne tarde pas à naître entre les deux hommes. Jacques vit de ce que Karl lui donne, très concrètement. Je pense pas qu'on puisse dire qu'il était un gigolo, du tout. D'une part parce qu'il n'y avait pas de rapport charnel avec Karl, c'était pas un escort non plus parce qu'il était bien plus que ça. Il y a chez Jacques de Bachère et Karl quelque chose qui a à voir avec une complémentarité. Il y avait une relation esthétique, une relation artistique. Jacques a été une source d'inspiration pour Karl Lagerfeld. Dans les années 70, Jacques est quelqu'un qui est une figure de la nuit parisienne. Parce qu'il sort beaucoup. Il regarde tout le monde et il dit du mal de tout le monde. Et il drague. C'est comme un môme qui joue et qui virevolte. Jacques était un être extrême. Il aimait les expériences de l'alcool, il aimait les expériences de la drogue. S'autodétruire, ça lui pose pas de problème. Il vit chaque instant à fond. Il va chercher le danger, quoi. Jacques était un expérimental de la vie. Il a apparemment eu une aventure avec Yves Saint Laurent brièvement en 1973, d'où le clash entre les deux amis. Jacques, pour Karl, c'est une façon de vivre par procuration une certaine folie que lui n'a pas. Les limites de cette grande liberté vont être franchies un soir, au 7, cette boîte à la mode où gravitent toutes les personnalités en vue. J'ai vulgarisé la chose 30 secondes. Deux mecs se croisent, se voient, se plaisent et ont envie de pousser la chose plus loin. Sauf que malheureusement, ces deux mecs s'appellent d'un côté Yves Saint Laurent, de l'autre côté Jacques de Bachère. L'aventure d'une nuit se prolonge, car Yves Saint Laurent s'est pris de passion pour le compagnon de Karl Lagerfeld. Karl Lagerfeld est dévasté, mais il ne montre rien de ses sentiments. Il finit même par pardonner à son compagnon. Pour celui qui partage la vie d'Yves Saint Laurent, Pierre Berger, cette liaison n'est pas acceptable. Il souhaite qu'un terme y soit mis rapidement. Un soir, j'étais au 7, au dîner, et d'un seul coup, il y a un bruit entre Pierre Berger et Karl. Ils ont commencé vraiment bagarre. Tout le monde était étonné de voir les bagarres au 7. Après cet épisode, la rivalité entre les deux couturiers, jusque-là sourde, devient une guerre déclarée. À partir du moment où il se fait repérer par Pierre Balmain, la carrière de Karl Lagerfeld entame une ascension constante. Il est nommé directeur artistique chez le couturier Jean Patou en 1959. Peu de temps après, il devient styliste indépendant. Et comme chez Balmain, j'en avais un peu ras le bol. Et tout, c'était même pas une question d'argent, mais franchement, j'en avais pas envie. J'avais plus envie. J'avais assez vu la tête de son assistant et ça suffisait comme ça. Alors, j'ai accepté la proposition de Jean Patou et c'est là, au fait, que j'ai vraiment appris le métier parce qu'il y avait encore des premières et des gens qui avaient travaillé dans les années 20 et 30, qui connaissaient les tissus et tout. Parce qu'à l'époque, la retraite, c'était pas à 60 ans. Il y avait des premières de 75 ans, mais qui étaient mieux que les jeunes. Ils avaient gardé des échantillons de tout. Donc, j'ai pu étudier ça et comme on n'avait pas grand-chose à faire, on faisait 2 collections de 60 modèles par an. Vous voyez ce que j'ai fait aujourd'hui? Aujourd'hui, je fais 3 fois plus dans un mois. Donc, au fait, je me suis emmerdé un peu, mais j'ai quand même beaucoup appris, parce que j'avais rien appris. Chez Balmain, la technique, ça a commencé toujours à toute l'Europe, ça a commencé, on faisait un bustier et un jupon de tulle, et après, vas-y, je garnis. Tandis que là, j'ai appris comment on fait et tout, et tout, et tout. Au fait, ces femmes m'ont beaucoup appris. Le freelance était une chose qui commençait, donc je ne vais pas dire que j'ai inventé cette profession, mais disons que je l'ai fortement développée. En 1963, il participe à l'instauration du prêt-à-porter en France. Il faut savoir que c'était une grande innovation, car avant, on faisait faire ses vêtements chez une couturière ou alors soi-même. Le concept du prêt-à-porter ou ready-to-wear est une importation des États-Unis et inspiré par l'armée. Entre 1963 et 1983, Karl Lagerfeld va travailler pour la marque Chloé, ainsi que Fendi à partir de 1965. Ça fait que 45 ans ou 44 ans. Dont il va même créer le logo. Est-ce que vous pouvez me dessiner votre première collection pour Chloé? Oui, ça je peux. C'était des petites vestes comme des blousons,
comme ça, avec un lien à la taille, qu'on portait sur des jupes qui étaient fendues, et la blouse était au fait une robe. Voilà, c'était aussi simple que ça. Alors la première chose, pour faire contraste avec la fourrure sérieuse, j'ai dit, c'est pas possible, on va appeler ça fanfare, et j'ai fait ça, en 3 secondes, au bout d'une table, qui sont devenues les fameuses initiales Fendi. Mais c'est rigolo, je me vois en bout de table, les sœurs étaient là, et j'ai fait ça, et tiens, voilà. Et c'est devenu du sigle de la maison. C'est marrant, non? D'ailleurs, à la vente, c'est la chose qui m'a rapporté le plus, puisque je l'avais déposé. Les Fendi, heureusement, ils ont tout gardé. Moi, j'ai rien gardé du tout. Donc, j'ai rien. Pour moi, c'était une redécouverte, dans un sens, d'un monde complètement disparu. Parce que le monde de la fourrure, le monde de Rome, le monde de Fendi dans les années 60, ça n'a aucun rapport avec ce que c'est aujourd'hui. Je ne dis pas que c'est mieux ou moins bien. C'est tellement différent qu'on ne peut même pas comparer. J'ai l'impression que ça se passait sur une autre planète. Je peux dire une chose très prétentieuse. Je trouve mes dessins plus modernes que les photos des vêtements. Les photos datent vraiment. Hein. Les dessins, si j'étais prétentieux, je dirais que ça ne date pas tant que ça. Hein. J'aime les côtés, vous voyez, immenses manteaux du soir, très exagérés et tout. Mais à l'époque, on faisait encore de la panthère et tout, toutes ces choses-là ont disparu. Hein. Les Fendi voulaient faire une collection de fourrures mode, ce que vous avez vu là, à une époque où ils faisaient des fourrures très, pour des dames sérieuses, des visons, des ziblines. Parce qu'en Italie, le premier pas de la réussite sociale dans ces années-là, même si c'est un pays chaud, c'était que le mari achète à sa femme une fourrure. Hein. La réussite commençait quand elle pouvait dire « Il marito ha comprato la pelliccia ». Dessiner les 5 sœurs Fendi, c'est compliqué. Ben, il y avait Alda qui était blonde, qui avait un côté Silvana Mangano presque qui était très différent des autres, qui était la plus jeune. Il y avait la plus brune qui était l'aînée, c'était Paola. Comme ça, que j'aimais beaucoup, qui était la grande spécialiste de la fourrure. Ça, c'est Alda. Et Carla, elle était un peu, comment dirais-je, le moteur de tout ça, parce qu'elle avait une espèce de don de Pia avant les autres, car elle avait les cheveux très courts comme ça, Carla. Et puis, Franca était blonde, mais elle était plus effacée, et elle était moins dans le cou, elle s'occupait plus des accessoires et des choses comme ça, elle était plus effacée. Et puis il y a Anna qui était tout bouclée avec un petit nez retroussé, comme ça. In 1963, Carl met the women who were to play an enormous role in his life and his career, the Fendi sisters. The 5 Roman women, queens of top-quality fashion furs, asked him to design their collections. Little by little, they have become his second family. Several times a year, Carl comes to work with them in Rome. Et c'est par Franco Savorelli que j'ai connu les sœurs Fendi. Il y avait encore la mère et tout, la mère était géniale. Il paraît qu'elle était très dure avec les filles, mais avec moi, elle était exquise. Ah oui, la mère des 5 filles. Ah oui, Adèle, non, elle n'y est pas là, Adèle. Mais c'était vraiment la matrone romaine. Hein. Mais elle était géniale, elle avait un charme fou, c'était une embobineuse de première. Et à l'époque, elle était encore dans une boutique, la Via Piave, elle était assise à la caisse, et derrière, il y avait les photos des 5 filles en robe de mariée. L'élément de carrière de Karl Lagerfeld qu'on retiendra le plus et qui aura marqué le plus l'histoire de la mode, c'est son passage chez Chanel. En 1983, il est nommé directeur artistique pour l'ensemble des collections haute couture, prêt-à-porter et accessoires. En gros tout quoi. La maison Chanel est à l'époque au bord de la fermeture définitive. Plutôt difficile d'imaginer ça aujourd'hui. Eh ben on va écouter quelqu'un de très méchant, on va écouter Coco Chanel. Parce que je suis contre le pantalon hors de la campagne. À la campagne, chez soi, on peut faire ce qu'on veut, ça n'a pas d'importance. Mais se promener dans les rues habillé en monsieur, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Je suis battue avec tous les couturiers depuis 2 ans pour ces robes courtes. Parce que je trouve ça indécent. Je crois qu'il est temps de penser à la féminité. Les femmes sont fortes quand elles sont féminines. Tant qu'elles ne sont pas féminines, quand elles ne le seront plus, zéro, allez faire le ménage. Elle comprenait plus vraiment son époque. Oui, mais vous savez, ça c'est comme ces conneries sur la mini-jupe et le jeans. Ça l'a mis hors mode à ce moment-là. Parce qu'elle, du 63-64 jusqu'à sa mort, c'était ringard. Hein, c'était pas à la mode. Et quand je repris Chanel aujourd'hui, on fait tout un plat de ça. Et puis, elle trouvait ça moche. Moi, je fais bien. Mais c'est là
malheureusement qu'elle s'est trompée parce que la jeunesse avait envie de porter ça. Et elle qui avait porté le pantalon et tout d'un coup commence à taper ça. C'était au fait une femme qui représentait la modernité, qui n'aimait plus la modernité. Donc c'est grave. Et alors quand j'ai repris Chanel, personne n'en voulait. On me disait mais non, ne faites pas ça, ne touchez pas ça, c'est mort, etc. Bon, il se prouve que j'en ai quand même fait la plus grosse affaire de prêt-à-porter de luxe au monde. Et grâce aux propriétaires qui m'ont dit faites ce que vous voulez, vous n'avez pas, on n'a pas de marketing, on fait ça au pivomètre, au chic, à 3-4 et c'est tout. Et maintenant, après, il y a eu Gucci et tout, et c'est devenu une espèce de chose sacrale. Mais non, c'était pas sacral, c'était ringard. On me dit ne touchez pas. C'est pour ça que je l'ai touché, parce qu'on me dit ne faites pas, j'ai envie de faire. Karl Lagerfeld va choisir le mannequin Inès de la Fressange pour être l'égérie de la marque Chanel. Elle est le premier mannequin à signer un contrat d'exclusivité avec une maison de haute couture et la première à devenir autant médiatisée dans l'histoire de la mode. Dites-vous bien que Karl Lagerfeld est en avance sur son temps et est un génie du marketing avant même que le concept de marketing soit dans les mœurs. Il était aussi photographe, donc il a vite compris l'importance d'une jolie image, d'une image travaillée pour vendre un produit, l'importance d'une image de marque, de la médiatisation, etc. Mais il ne s'intéresse pas pour autant aux chiffres, c'est l'impact qui l'intéresse. Il a travaillé avec beaucoup de grands noms pour représenter Chanel. Vanessa Paradis, Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Pharrell Williams, etc. Il lance en 1984 et avec un succès relatif sa propre marque, Karl Lagerfeld, qui sera ensuite racheté par le groupe Cora Réveillon. Je trouve ça intéressant comme on a le sentiment qu'il préfère mettre les autres en lumière plutôt que lui être le centre de l'attention. En 1991, il est nommé à nouveau directeur artistique chez Chloé pour sauver la marque du déclin. En 1998, il ouvre la Lagerfeld Galerie consacrée à la photographie et aux livres et aussi une collection de prêt-à-porter de luxe qui sera nommée plus tard Lagerfeld Collection. En 1999 et après 15 ans sans avoir payé d'impôts en France, il fait face à un redressement fiscal de 87 millions de francs, ce qui va donner naissance à une polémique puisque son avocat va prendre contact avec Dominique Strauss-Kahn pour obtenir une ristourne. On entendra parler de l'affaire de la cassette Mairie à ce moment-là. C'est votre amie Bernadette Chirac. Moi je la trouve fantastique comme femme. Ouais. Elle vous a donné un bon coup de main quand même à l'époque où vous avez des problèmes avec les impôts. Vous êtes vraiment un fossoyeur de vieilles histoires. En conséquence de toute cette affaire, Karl Lagerfeld se voit contraint de vendre une partie de son patrimoine en avril 2000, dont sa collection de tableaux, de meubles et d'objets d'art du XVIIIe siècle. Il se retrouve également obligé de vendre son château de Penouette situé à Grandchamp, dans le Morbihan. Quelle surprise! Je viens d'apprendre qu'il a une propriété dans le Morbihan, pas très loin de chez mes parents. Jacques va découvrir au nord de Vannes, un petit château qui d'avance il sait plaire à Karl. Il ne se trompe pas. Karl tombe sous le charme du château de Penouette en Bretagne, qu'il achète aussitôt. Le couturier lance des travaux pour faire revivre le château. Et il ne laisse aucun détail au hasard. Comme au XVIIIe siècle. Le dîner avait lieu aux bougies, naturellement. On se serait cru dans le tableau de Menzel. Je me demande si on peut le visiter, je serais curieuse de voir et en plus j'adore les châteaux. En 2004, Karl Lagerfeld a lancé une collection capsule chez H&M qui s'est vendue en quelques minutes, comme à chaque fois qu'un grand nom collabore avec la fast fashion. You have everything. You have jeans, you have t-shirts, you have knit, you have daywear, and even some dresses. So it's for everybody something. My point of view of the moment, what I think should be done like this. Today, in the concept of ready-to-wear, on whatever level it is, the idea has to be as good as it is in a much more expensive range, because there is no reason to buy something ugly and it costs less. Today you can find inexpensive furniture like who are well designed and expensive things who are very poorly designed. So I think the design is very important, and design is not a question of price level. Ceci dit, le créateur n'était pas très content qu'autant de clients soient déçus et qu'il y ait eu aussi peu de quantité produite. Il aurait déclaré « Je trouve ça pénible que H&M ait contrarié tant de gens, c'est du snobisme dans l'anti-snobisme ». C'est pas faux.
Au cours de sa carrière, Karl Lagerfeld a aussi dessiné plusieurs costumes pour l'opéra, des films ou des interprètes comme Kylie Minogue ou Madonna par exemple. En 2005, il revend toutes ses marques, dont Lagerfeld Gallery à Tommy Hilfiger, et en 2007, il lance une nouvelle ligne, K par Karl. Dans le même temps, Amanda Arlesch, ancienne consultante chez John Galliano, le rejoint chez Chanel. En 2012, il crée une nouvelle marque en vente exclusivement sur le site internet Net-à-Porter, appelée Karl. Tell me why you think Net-à-Porter is so interesting today. Today, it's about everything's about technology. The world has changed. Also in terms of communication, then in terms of working, creating materials, manufacture, everything has changed. I mean, this is the most important thing today. So I'm never talking about the good old days, but I'm not sure they were that good, just old. And I think it's very exciting. Everything I had known before interests me more than everything I had seen in my life. Are you easily bored, and especially now? What a strange question. En novembre de la même année, il est nommé styliste le plus influent des 25 dernières années. Sans blague, tu m'étonnes. Et si vous vous demandez c'est quoi son secret pour mener à bien autant de projets en même temps, eh bien c'est plutôt simple. Il n'était pas tout seul, il avait une grosse équipe de stylistes qui l'assistaient dans tout ça. Karl Lagerfeld avait aussi beaucoup d'autres activités en dehors du stylisme. Il a travaillé avec des parfumeurs comme Fabergé, Coty et Interparfums. Il a aussi évidemment fait de la photographie et publié de nombreux livres dans le domaine. Deux choses me frappent dans cette exposition. Il y a d'abord une déclaration de vous. Vous dites « Je ne vois plus la réalité qu'au travers d'un objectif ». Pourquoi ? Ça embellit la réalité. Ça idéalise. Puisque ma vision de la photo est basée sur une certaine idéalisation du quotidien. Je ne suis pas un photographe qui accuse, qui a des messages, pas du tout. Moi, c'est une vision idéalisée d'une réalité qui ne l'est pas forcément. Et ce, depuis 87, il y a eu un déclic pour ça ? Vous savez, le déclic n'est pas d'une seconde à l'autre, ça s'est développé comme ça. Au départ, c'était un truc de travail, qu'on avait besoin d'un document de travail, de dossier de presse Chanel, que les gens qui avaient fait ça, ça ne me plaisait pas, le travail n'était pas bien, et les photographes qui faisaient ça à l'époque, c'était ou les débutants ou les has-been. Donc c'était alors, à la troisième séance, je dis à Eric, ça ne va pas, mais on lui a dit, si vous êtes si difficile, faites-le vous-même. Et c'est là qu'on a engagé un assistant et loué une caméra, et c'est comme ça que ça a commencé. Et en 1966, il remporte même le prix culturel de la Société allemande de photographie. Il était également propriétaire d'une librairie, 7L, et d'une maison d'édition. Alors là, c'est un studio photo, c'est l'annexe de la librairie en fait, parce qu'il y a tellement de livres, c'est ahurissant. Rien n'est à vendre ici. Ah non, ça c'est mes livres personnels. Vous ne les vendez jamais de l'autre côté? Ah non. C'est des livres rares qu'on Mais vous avez combien de livres dans cette pièce? Je sais pas, je crois 70 000. Mais c'est une folie. Tout ça, c'est à vous et tout ça, c'est vous qui l'avez acheté, choisi? Lu, regardez. Lu, regardez, tous ces livres-là? Oui, mais pas en 20 ans, en plus que 40 ans. Mais c'est hallucinant. Il a aussi dessiné 2 timbres de la Saint-Valentin en 2004, joué dans des films comme Hollywood, créé une compilation de musique. Je serais curieuse de l'entendre, je me demande ce que ça donne. Et par exemple, un de mes cadeaux favoris, c'est de remplir les iPods par lui et de donner aux gens parce que personne n'a tous ces trucs, personne ne connaît ça. Et ça, c'est évidemment un cadeau qui plaît beaucoup parce qu'un iPod, c'est bien gentil, mais vide, c'est horrible. Et qui a envie de le remplir? Alors, vous possédez, paraît-il, entre 70 et 100 iPods selon les estimations. Je crains que ça dépasse ça parce que je les remplis pas à rabord parce que dans ce cas-là, c'est trop long, on ne les traverse plus. Donc, au fait, c'est par thème, par pile de CD. Mais j'achète quand même toujours les CD. Je suis absolument contre de prendre ça comme ça parce que toutes les musiques que j'aime, après, je les mets dans un casier à part. Les autres CD, je les range. Et ce que j'aime vraiment, parce que quelquefois, j'ai pas envie de passer dans les iPods pour rechercher les trucs, ça prend des heures. Donc, j'ai un rangement avec mes CD favoris, en musique classique et en pop et tout ce que vous appelez ça comme vous voulez. Prêtez sa voix à Fabu, le méchant dans Totally Spies, le film. Pour tout vous dire, je n'ai pas eu une enfance heureuse. Créé une bûche de Noël pour le traiteur Le Nôtre. Il a animé la radio... Il a animé la radio K109 de Studio dans le jeu vidéo Grand Theft Auto 4 sous le nom de DJ Karl.
DG Carl, K109 brings the party back to Liberty City, despite people's attempts to shut it down and turn us all into robots. If you look up the moon, it will remind you to something. Probably that you are in the park with a stranger cheating on your wife. This is your friend Carl, keeping the city alive with the sounds of the dance floor. The sounds that got the city moving. They call me the Kaiser, but you can call me Carl. Actually, don't bother calling. The phone at the radio station here is broken and you are beginning to bore me. You know you're listening to the studio, but what you don't know is that you are focused too much on the past, saying things were better in the old days. They were not. Take everything in your house and throw it away. Now, the most important piece of furniture in a house is a garbage can, especially in your house. Andy, in life you're supposed to do, not to remember what you did. This is very helpful in paternity cases as well. Welcome to the studio. Do you remember anything I just said? I hope not, because that's all over now. Carry on. I want to throw this computer through a window. Life is full of such emotions. Ça, je trouve ça trop cool. That was unexpected. Il a posé pour une campagne de la sécurité routière avec un gilet jaune. Un avant-gardiste, je vous dis, il savait que ça allait être un produit qui marche. Il a travaillé avec Coca-Cola Light, Libération, Optique 2000, Volkswagen, dessiné un maillot de l'équipe de France en 2011, fait une pub pour les glaces Magnum. A joué le rôle de Dieu dans un clip avec Jean Rock et Snoop Dogg. Hi, Carl. Hi, Jean Rock. Nice to see you here. Carl, is it paradise? You were never told that Saint-Tropez is paradise. A fait du design immobilier et encore beaucoup d'autres choses. Au cours de sa vie, il a reçu plusieurs récompenses et décorations. 1985, officier de l'Ordre du Mérite de la République fédérale d'Allemagne. 1986, Dé d'or pour la maison Chanel. 1991, prix international du Conseil des créateurs de mode américain. 1996, donc, prix culturel de la Société allemande de photographie. 2002, prix Geoffrey Beene du Conseil des créateurs de mode américain. Et 2010, commandeur de la Légion d'honneur. En 1997, Karl Lagerfeld devient la première personnalité de la mode à avoir sa marionnette au Guignol de l'info. En l'an 2000, le couturier décide de se construire un nouveau personnage. Pour cela, il perd 42 kilos grâce à un régime draconien, laisse tomber ses blouses à lavalière et son fameux éventail pour adopter un look qu'il qualifie de SM chic. Ok, I can see that. Ce qui restera son look si reconnaissable jusqu'à son décès. Karl Lagerfeld, donc 42 kilos de moins en 13 mois. Tout le monde en parle. Il y a déjà 1 an que j'ai arrêté. Hein. Oui. Ah oui, vous n'avez pas repris. Et j'ai pas repris un gramme. Ouais. En 2011, il devient propriétaire d'une chatte nommée Choupette. C'est un sacré de Birmanie qui, à l'origine, appartenait au mannequin Baptiste Giabiconi. Apparemment, il devait la garder que 2 semaines, mais quand le mannequin a voulu récupérer son chat, Karl aurait refusé de lui rendre en disant « Elle est trop mignonne ». Bon, bah... tant pis. En tout cas, Choupette est à la tête d'une petite fortune puisqu'elle a son propre compte en banque sur lequel Karl a versé tout l'argent généré par la médiatisation de Choupette et l'a désignée comme héritière d'une partie de sa fortune. Et tous les gens sont fous. Parce qu'elle est irrésistible. Quand on appelle son nom, elle écoute et tout, mais elle est pourrie, que je vous dis pas. Hein. Pourrie, mais à un degré honteux. Et elle déteste être seule, donc j'aime presque plus voyager. Ah oui, elle n'aime pas ça. Hein. Non mais c'est rigolo, jamais de ma vie je pense à... J'ai eu des chiens dans le temps, mais bon, mais je ne savais pas qu'une chose comme ça pouvait être aussi drôle et aussi divertissante. Hein. Et aussi attachante même. Hein. Et on tient un journal. Quand je ne suis pas là, les gens qui s'occupent d'elle doivent tout marquer, l'heure du popo, du pipi, de ce qu'elle a mangé, ce qu'elle n'a pas mangé, combien elle a mangé et tout et tout. Je l'ai dit depuis 7 mois, elle a 9 mois maintenant, ou presque 10, et il y a déjà 4 volumes avec toutes les annotations, les détails de ce qu'elle avait. Je trouve ça très amusant, hein, et des millions de photos, donc un jour je ferai un livre, le journal des Choupettes après tout. Je ne suis pas Colette, mais on peut écrire un livre sur un chat. De nos jours, vous risquez la guillotine en disant ça, en disant mon chat a 2 gouvernantes. Mais non, ça fait 2 emplois. Vous avez raison, je ne l'avais pas vu comme ça. Moi, je vois tout comme ça. Elle a sa
propre petite fortune, s'il m'arrive quelque chose, c'est une héritière. La personne qui s'occupera d'elle, eh ben, elle ne sera pas dans la misère. Si vous arrive quelque chose, c'est votre héritière, Choupette? Oui. Non, elle a les pubs qu'elle a fait, l'argent, je ne le prends pas. C'est mis exprès pour elle. Choupette est une fille riche. Quelque chose me dit que Baptiste Giaviconi va vouloir récupérer son chat. Voilà, on a à peu près fait le tour de la biographie de ce monsieur. J'espère que ça a éclairé ceux qui ne connaissaient pas bien son parcours. On se voit dans la deuxième partie pour parler un peu plus de la personnalité de Karl Lagerfeld, l'impact qu'il a eu sur moi en tant qu'artiste et pourquoi ce personnage m'intéresse. À très vite. Je suis trop indifférent pour dire ou pouvoir définir quelle empreinte je voudrais laisser, que je pourrais laisser. Ça, je n'en sais rien. De toute façon, je ne le saurais pas. Donc pourquoi cette question inutile de me demander qu'est-ce qui restera? Je serai le seul, en tout cas, qui ne le saura jamais.